Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 3 novembre 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, l'élection américaine. C'est aujourd'hui que tout se joue pour Donald Trump et donc pour les Américains et aussi un petit peu pour le reste du monde. Sera-t-il battu ou réélu? On en parle dans un instant avec l'historienne et spécialiste des États-Unis Sylvie Laurent. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes avec nous pour toute la semaine et on en est ravis. Et on retrouvera Mathieu Magnedex et Célia Mebroukine qui sont à Washington. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 22, saison 2. Mais avant de partir aux États-Unis, un détour par l'Autriche frappée hier soir par un attentat, une fusillade en plein cœur de la capitale, Vienne, qui a fait 5 morts et 22 blessés selon un bilan officiel provisoire. Vienne, où on retrouve notre journaliste Vianney Lorin. Bonjour Vianney. Près de 24 heures après l'attaque, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on en sait exactement ? Alors, on sait que des premiers coups de feu ont été tirés vers 20h lundi soir dans la Seitenstädtengasse. C'est une rue du centre historique de Vienne qui abrite l'une des synagogues les plus importantes de la capitale autrichienne. La police a identifié 5 autres endroits où des coups de feu ont également eu lieu lundi soir, tous dans le centre historique et tous assez proches les uns des autres. Le bilan de ces attaques, qui est encore provisoire, il est donc de 22 blessés et 5 morts, dont un assaillant. Il a été abattu lundi soir par les forces de l'ordre et on en a appris un peu plus sur son profil aujourd'hui. On sait désormais que ce jeune homme, dépeint comme un sympathisant de l'État islamique, était âgé de 20 ans, était à la fois citoyen d'Autriche et de Macédoine du Nord. Selon le ministre de l'Intérieur autrichien, Karl Nehammer, il avait été condamné en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. Et lorsqu'il a été abattu hier soir, il était armé d'un fusil automatique et il portait une fausse ceinture explosive. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile et aujourd'hui, il y a eu plusieurs arrestations dans l'entourage de cet assaillant. Vianney, quelles sont les zones d'ombre qui subsistent et que l'enquête va devoir éclaircir ? Eh bien d'abord, celle du nombre d'assaillants. Lundi soir, les autorités étaient assez claires et affirmaient qu'il y avait d'autres auteurs que celui qui avait été abattu. Elles parlaient d'au moins un suspect en fuite, mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur s'est montré plus prudent, reconnaissant qu'il n'y avait pour l'instant pas d'indication sur la présence d'un autre assaillant. Autre question sans réponse pour le moment, la synagogue de la Seitenstädtengasse était-elle une cible ? Pour l'heure, rien ne confirme que cette synagogue était bel et bien ciblée. Hier, le président de la communauté juive de Vienne, Oskar Deutsch, avait précisé que la synagogue était fermée à l'heure où les tirs ont eu lieu. Cela reste donc un point à éclaircir, mais par mesure de précaution, l'organisation représentative de la communauté juive en Autriche a décidé de fermer toutes les synagogues du pays aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a eu des réactions politiques à cet attentat ? Oui, alors évidemment, tous les leaders des partis politiques autrichiens ont dit leur émotion et leur choc face à cette attaque terroriste répugnante, selon l'expression du chancelier autrichien Sebastian Kurz. Lors d'un discours aujourd'hui, le chancelier a voulu délivrer un message d'unité. Nous devons être conscients que ce n'est pas un conflit entre les chrétiens et les musulmans ou entre les Autrichiens et les migrants. Notre ennemi, l'extrémisme islamiste, ne veut pas seulement semer des morts et de la douleur, il veut diviser notre société. Un ton qui n'est pas si habituel dans la bouche du jeune chancelier conservateur. Effectivement. Merci Vianney Lorin. On te lit dans Mediapart, tu es en Autriche. Bon courage là-bas pour cette actualité. Direction à présent les États-Unis. Ça y est, nous y sommes. C'est le jour J aux États-Unis, le jour où le sort de Donald Trump est en train de se sceller. Est-ce qu'on va repartir pour 4 ans de ça ? Suspense, soyons sérieux, en tout cas un peu plus que le président américain qui publie donc le jour de l'élection la plus importante de son pays des vidéos sur Twitter où il danse. Avec vous Sylvie Laurent, on va voir les conditions de ce vote, ses failles, la façon dont Donald Trump se prépare à accepter ou à ne pas accepter ces résultats. Je le rappelle, vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis et autrice de Pauvre petit blanc, le mythe de la dépossession raciale. Et avec toi Mathieu, on te voit ici à Washington, tu es avec Célia Mebroukine devant la Maison Blanche. C'est quoi l'atmosphère ici ?
Oui, Valentine, on est ici devant la Maison-Blanche. C'est là que vit Donald Trump depuis 4 ans, là que sévit Donald Trump depuis 4 ans. Là qui sera aussi ce soir et cette nuit pour les résultats de l'élection, avec une watch party, une soirée très sélecte à l'intérieur de la Maison-Blanche, avec 400 personnes triées sur le volet pour, espère-t-il, sa réélection. Et c'est là aussi où il tweetera abondamment, on en est sûr, ce soir, sitôt les premiers résultats tombés. C'est donc le big day ici aux États-Unis, 240 millions d'électeurs appelés aux urnes. Il faut savoir que d'ores et déjà, avant ce 3 novembre, eh bien 100 millions d'Américains ont déjà voté. 100 millions d'Américains, c'est les 2/3 de l'ensemble des suffrages exprimés en 2016 lors de la précédente élection. Ça veut dire qu'il y a une forte mobilisation. On verra dans quelques heures, demain, si cette mobilisation a profité à l'un ou l'autre des candidats. Il y a quelques minutes, nous avons croisé ici, devant la Maison-Blanche, sur la Black Lives Matter Plaza, la place Black Lives Matter, un jeune étudiant, il s'appelle Zach. C'est un supporter de Joe Biden et Kamala Harris. Il nous a confié ses espoirs pour ce soir. You know, I wear my Biden-Harris t-shirt today because I think those are the two people that will lead the way and will be the inflection point for us today and create more of a united nation that I would like to get back to. Did you vote? I did. I did vote. I voted on Friday. How do you see this election? Are you afraid? I'm hopeful. I'm hopeful. How do you see just Trump's 4 last years? What would be the words that you use to describe what happened over the 4 last years? I think it comes back to division. I think it comes back to division and people straying away from their morals. And you know, I'm fortunate enough to say that I grew up in a very diverse community where I've had people that looked like me, looked very different from me, had different socioeconomic backgrounds than I did. And that environment that I was in, we all were taught to be there for one another and love one another and accept one another and understand and listen to one another. And I just don't think that narrative has been spread across the country. Alors autour de la Maison-Blanche où nous sommes, eh bien, une immense barrière a été érigée, une immense barrière de près de 2,50 m de haut, érigée dans tout le quartier ici, autour de la Maison-Blanche, dans toutes les rues adjacentes. Il faut désormais près de 40 minutes pour faire le tour de la Maison-Blanche, sachant que tout le pâté de maison, plusieurs blocs, ont été véritablement bunkérisés quasiment, totalement, même par la police ici. Washington, c'est une ambiance un peu particulière. Tous les commerces dans les rues alentours autour de nous ont été barricadés avec les vitrines sur lesquelles ont été posées des plaques de contreplaqué en prévision de possibles éventuels débordements d'un côté ou de l'autre en fonction des résultats qui vont arriver ici dans la nuit. Alors la Black Lives Matter Plaza où on est, c'est l'épicentre en fait du mouvement contre les violences policières dans la ville de Washington. Vous vous rappelez ce mouvement au printemps en honneur de George Floyd, cet homme qui avait été tué par la police de Minneapolis est mort. Mouvement de mobilisation dans tout le pays. Ici, devant la Maison-Blanche, eh bien, pendant des mois, des militants, des activistes sont venus et ils sont toujours là aujourd'hui avec notamment ces pancartes qu'on voit, regardez aujourd'hui, Trump Pence out now, Trump Pence dégagé maintenant, ce grand panneau, resist, résistez, résistons. Et puis ici, des panneaux qui disent l'appréciation que nombre d'Américains de gauche ou démocrates portent par rapport à ce président. Regardez là, Trump is a danger to us all. Trump est un danger pour nous tous. Trump, derrière le monsieur, Trump is unfit. Fake president aussi, évidemment. Un président, un faux président, comme les fake news dont le président prétend être victime en permanence. Alors on va s'approcher d'un jeune homme qui est là sur la Black Lives Matter Plaza depuis ce matin. Il s'appelle Enoch, on va le déranger ici. Hey Enoch. Hey, how are you today? I'm doing well. How are you? How are you, Michael? We're very good. Thank you. Thank you. Nice for being with us today. Absolutely. Enoch, il a 22 ans, il est étudiant à l'université Howard de Washington, qui est l'université noire, une des universités noires la plus connue du pays. Enoch, how do you feel today? Alors Enoch, tu te sens comment là maintenant? Et quel est ton pronostic ce soir? Je me sens pas mal, sans mentir. J'espère que Biden et Harris vont gagner. Nous, on a voté par anticipation et on est là pour montrer que le droit de vote, c'est important. C'est particulièrement important, particulièrement pour les hommes noirs, parce que c'était en 1860
69 qu'est passé le 14e amendement qui nous a donné le droit de vote. Et il a fallu attendre 100 ans pour vraiment pouvoir voter. C'est très important. Il y a plein de gens qui ont manifesté, qui se sont battus et qui sont morts pour le droit de vote. Merci Mathieu, on te retrouve un peu plus tard. Sylvie Laurent, la Maison-Blanche barricadée. Est-ce que la réalité dépasse une bonne fiction de Netflix? Est-ce que c'est inédit dans le cadre d'une élection présidentielle aux États-Unis? Oui, certainement. Ce degré d'État quasi insurrectionnel qui a été, qui plus est, organisé par le pouvoir lui-même, puisque la raison pour laquelle il y a tant de violences civiles et peut-être beaucoup de grabuges qui se préparent, c'est parce que le président des États-Unis lui-même a disséminé de l'huile sur le feu aux quatre coins du pays. Donc incontestablement, c'est sans précédent. Ces barricades, est-ce que c'est le premier jalon symbolique, matériel tout de même, de ce qu'on perçoit du discours de Trump, à savoir qu'il n'envisage pas de quitter la Maison-Blanche? Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc peut-être qu'il faut le prendre au sérieux. Il a expliqué que s'il n'était pas élu directement mercredi soir, c'est qu'on lui avait volé l'élection. Et donc on retrouve quelque chose de très très présent chez lui. Bon, d'une part, la métaphore de la barricade. La Maison-Blanche, c'est l'Amérique, c'est cette protection face aux ennemis qui vont venir vous prendre ce que vous avez. Et ce qu'il dit là, c'est... Faites attention, Américains, on va venir vous prendre votre vote. On va vous déposséder de votre droit à vous exprimer en tant que citoyen, ce qui est un vieux lieu commun. C'est vraiment un motif récurrent dans la rhétorique de Trump. Et évidemment, le problème, c'est que beaucoup de gens le prennent de façon littérale et s'attendent en effet véritablement à se voir confisquer, déposséder de leur vote. Et ce sont bien sûr les Blancs, les Trumpistes les plus radicaux. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut légitimement, comme le FBI, craindre des violences. Alors ça, on va y revenir à cette rhétorique du vote, de la fraude, etc. Avant ça, est-ce qu'on peut expliquer le système électoral américain? Qui vote, quand et comment? Alors, pour le faire très différent de chez nous, Français qui votons au suffrage universel direct. Il y a une question qu'on peut se poser qui est comment la première démocratie occidentale, celle qui est un modèle qui a précédé, y compris la démocratie française de près de 10 ans pour ce qui est de sa révolution, n'a pas un simple système d'élection au suffrage universel direct. Et là, c'est intéressant de voir à quel point la façon dont on vote aux États-Unis, et principalement la question de ce collège électoral, est liée à la dimension raciale aux États-Unis, puisque c'est encore elle qui nous parle aujourd'hui dans ce qui se passe. Au moment de ratifier la Constitution, la question était de savoir est-ce qu'on vote directement pour le président? Et comme beaucoup de contemporains de l'époque, la question est de savoir si on se méfie du peuple. La démocratie est un gros mot, et donc on se méfie des passions de la plèbe qui pourraient, dit-on à l'époque, succomber au charme d'un populiste. Bien sûr, ça n'est jamais arrivé. Et donc, pour se protéger de cela, on met en place, d'une part, 2 chambres, un Sénat, mais aussi un système de mini-congrès qui, tous les 4 ans, sera rassemblé et qui décidera de façon indirecte du choix du président. Mais la question est de savoir qui va décider de qui est élu dans ce mini-congrès. Et c'est là que la question raciale est intéressante, c'est-à-dire que les États-Unis sont composés de 50 États. Chaque État peut avoir le nombre de grands électeurs correspondant au nombre de ses représentants à la Chambre des représentants et à son nombre de sénateurs, c'est-à-dire 2 par État. Donc on voit tout de suite qu'il y a un problème, c'est-à-dire que comme tous les États ont 2 sénateurs, ça veut dire qu'il y a autant de grands électeurs en fonction des sénateurs, pour les petits États que pour les grands. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des petits États ruraux qui sont très avantagés par rapport aux grands États divers. Surreprésentés d'une certaine manière. En tout cas, qui ont proportionnellement beaucoup plus de pouvoir dans la nomination du président. Mais surtout, le problème, c'est quand il est venu le moment de décider combien de grands électeurs par État, on a dit très bien, plus il y a de population, plus il y a de représentants, plus il y a de grands électeurs. Et la question pour les États du Sud a été de dire, est-ce qu'on compte la population noire? Parce que nous avons beaucoup d'esclaves. Donc si on a beaucoup d'esclaves, ils ne sont pas considérés comme des hommes, ils ne sont pas considérés évidemment pas comme des citoyens, mais on a beaucoup de population. Et donc, après des séries de négociations et de discussions, on trouve un arbitrage. L'arbitrage consistant à dire, comme beaucoup de richesses vient du Sud, on ne veut pas les fâcher, donc on va leur donner pour 5 Noirs du Sud l'équivalent de 3 voix supplémentaires, comme si la population était de 3. C'est la clause des 3/5 dans la Constitution. Je passe très vite, mais le résultat, qu'est-ce que c'est? C'est que les États du Sud, au nom de la suprématie blanche, ont jusqu'à aujourd'hui un nombre de grands électeurs qui est disproportionné, là encore, par rapport à historiquement leur poids dans la population. Donc c'est déjà un système qui est biaisé dans sa conception et la question raciale est au cœur de ce système de grands électeurs puisqu'il s'est agi pour les États du Sud d'assurer une mainmise sur la nomination du président. Et un système qui date d'une époque qui est révolue en fait et qui n'a pas
qui n'a pas évolué avec l'acquisition des droits civiques. Alors, c'est toute la question, c'est-à-dire que depuis cette époque-là, des dizaines et des dizaines d'hommes politiques et de militants ont réclamé l'abolition du collège électoral pour un passage au vote universel. Et au lendemain des droits civiques, en 68 justement, vous avez ce candidat qui s'appelle George Wallace, qui est un populiste du Sud, un raciste ségrégationniste, qui se présente comme un troisième candidat par rapport à Nixon, le républicain, et Humphrey, le démocrate. Et le problème, c'est que ce troisième candidat, il peut avoir suffisamment de grands électeurs pour être en position de faire en sorte que ce soit lui qui, en accordant ses voix à l'un ou à l'autre, décide du président. Et donc, on commence à parler du fait d'abolir le collège électoral pour faire un suffrage universel. Il se trouve que Wallace n'aura pas suffisamment de voix. Mais ce qu'il reste de tout ça, c'est qu'on a voulu abolir ce collège électoral. On était conscient que c'était un système qui ne fonctionnait pas. Mais une fois de plus, parce que les États du Sud et parce que l'idée était de maintenir le pouvoir blanc, on a conservé le collège électoral et depuis, c'est un système qui continue à être contesté, mais qui continue quand même à assurer un petit problème quant à disons, le caractère représentatif de la souveraineté populaire pour une élection présidentielle. Alors, Trump se barricade, mais surtout, il continue de jouer une petite musique qui consisterait à dire qu'il y a des fraudes. I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. It's going to be a very interesting evening. And I wonder what happens during that period of delay with the ballots. I wonder what happens. Are they going to mysteriously find more ballots, Mr. Congressman? Are they going to find more ballots? Can you imagine what happened? Can you imagine? Just be very careful, be vigilant and watch and report whatever you see. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une intimidation ? C'est parfaitement une intimidation et c'est un mensonge d'État. Il n'y a pas de fraude électorale aux États-Unis, mais il y a un discours sur la fraude électorale. Fraude électorale, c'est l'élément de langage de ces suprémacistes blancs au pouvoir qui venaient du Sud, dont je parlais tout à l'heure, qui depuis l'élection de 2000, c'est-à-dire depuis le moment où il y a à la fois une contestation de la question du vote populaire et en même temps une réalité inéluctable qui est que les Noirs et les Hispaniques prennent la parole, deviennent des citoyens, pour lutter contre ce balancement démographique et le fait qu'enfin il y a une parité raciale pour la question de l'accès à la citoyenneté, on a inventé depuis 2000, depuis la contestation de la Floride, cette idée qu'il y aurait des fraudes, c'est-à-dire que des hispaniques et des noirs voteraient 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et ce que dit Trump là, ça n'est rien d'autre que l'éternel catéchisme de vous, bon peuple blanc, légitime et patriote, on va vous voler votre élection. Par conséquent, si je ne suis pas élu, c'est qu'il y a une fraude, c'est donc que les immigrés et les Noirs conspirent à vous prendre votre beau pays. Et d'ailleurs, ça remonte même à avant les années 2000, ce thème de la fraude électorale, brandi comme une menace par Trump. Ça date d'ailleurs d'un documentaire de la chaîne américaine PBS qui raconte qu'en 1985, le procureur d'Alabama, Jeff Sessions, qui a été ministre de la Justice de Trump, poursuivait des activistes qui aidaient les Noirs à remplir leur bulletin de vote par correspondance. Déjà, ils étaient accusés de fraude électorale et c'était un moyen de pression pour dissuader les Noirs d'exercer leurs droits. The U.S. Attorney and others refer to these as the voter fraud cases. We decided that they were voter persecution cases. Sanders' clients were voting rights activists. Albert Turner, who had marched with John Lewis in Selma. This is Bloody Sunday. Albert can see, that's him right there. And his wife, Evelyn. They had been helping black residents fill out their ballots and mailing them. Both of us was indicted, myself and my wife, on 29 counts of what is called vote fraud. The Turners were facing decades in prison. It was my impression that Jeff Sessions thought that those legal cases would stop black folks from not only using absentee vote, but it would stop black folks from voting at every chance he got. He was talking about voter fraud, voter fraud. Alors ça date un petit peu, mais en 2020, l'obsession de Trump pour le vote par correspondance est bien là. Pourquoi est-ce que ça l'obsède tant ?
parce qu'il veut qu'on soit obsédé par ça, parce qu'il veut qu'on finisse par y croire à force de le répéter. C'est-à-dire c'est une ritournelle qui vise à instituer la peur. C'est une forme de terrorisme soft. À force de répéter, en 2016, il disait que c'était des bus pleins d'hispaniques qui venaient voter plusieurs fois. On voit en réalité que c'est un vieil élément de langage pour lutter contre la prise de pouvoir, c'est-à-dire le simple droit d'exercer ses droits acquis depuis 1965 par les Noirs aux États-Unis. Et donc plus il met en cause le vote, détruisant au passage la démocratie, le respect pour l'état de droit et les institutions, plus il donne le sentiment que même la démocratie est infiltrée par les minorités, les féministes, les gauchistes et tous ceux qui visent à détruire cette belle Amérique. On est toujours dans ce complexe obsidional et il cherche jusqu'au dernier moment à apparaître comme le rempart de l'Occident, le rempart de l'Amérique blanche, le rempart de l'Amérique chrétienne. Et pour une partie de sa population, ça continue à fonctionner, mais il ne s'agit rien de plus, rien de moins que d'une politique raciste visant à confisquer le droit de vote des minorités. Alors il y a un autre argument qu'il déploie et qui est finalement contre les minorités, qui était déjà dans sa campagne en 2016, c'est l'obligation de présenter une carte d'identité avec photo pour venir voter. Voter ID. What's with that? What's with voter ID? Why aren't we having voter ID? In other words, I want to vote, here's my identification, I want to vote, as opposed to somebody coming up and voting 15 times for Hillary. Well, and I will not tell you to vote 15 times. I will not tell you to do that. Okay? You won't vote 15 times. But people will. They'll vote many times. Alors pour bien comprendre, en France, il faut une carte d'identité avec photo pour aller voter. Ça paraît évident. Ça peut donc paraître normal que Trump défende cette position. Sauf que dans le contexte américain, ça ne l'est pas. Pourquoi est-ce que ça discrimine les minorités ? Déjà parce qu'on n'a pas de carte nationale d'identité aux États-Unis. Donc les gens peuvent avoir une carte qui indique leur identité et leur adresse avec une photo, un permis de conduire, un passeport, mais ça n'est pas le cas de la plupart des gens. Et là encore, il faut revenir un petit peu à l'histoire. La raison pour laquelle certains États ont pu, depuis quelques années, exiger la présentation d'une carte d'identité avec photo, c'est parce qu'il était dit dans la loi de 1965 protégeant le droit de vote des minorités que tout État qui voulait changer les règles électorales et par exemple imposer une carte d'identité avec photo devait, avant cela, demander l'aval du Congrès. En 2013, dans un arrêt qui s'appelle Shelby County versus Holder, la Cour suprême considère qu'il n'y a plus de racisme dans les États du Sud, donc ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent pour changer les lois. Et en l'espace de 48 heures, plus de 18 États choisissent cette mesure consistant à demander une carte d'identité avec photo pour pouvoir voter. Or, la plupart des minorités qui sont surreprésentées parmi les pauvres n'ont pas ou de permis de conduire ou de passeport. Aller se faire un document administratif, ça suppose de payer l'essence, d'aller jusqu'à la mairie, de payer pour la photo, de payer pour les documents, de revenir. Et on s'est rendu compte que dans tous les États qui avaient mis en place cette politique obligeant à présenter une carte d'identité avec photo, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes de couleur qui étaient privées du droit de vote de facto. C'est un des nombreuses ruses utilisées par les législatures républicaines pour priver les minorités du droit de vote, et celle-ci a été redoutable. Et une fois encore, ce qui est intéressant, c'est que la Cour suprême elle-même est à l'origine de cette violation évidente du droit de vote pour les minorités. Il y a aussi cette nomination qui est une sorte d'atout supplémentaire pour Donald Trump, la nomination à la Cour suprême de la juge, disons, très conservatrice, Amy Coney Barrett. Pourquoi est-ce que c'est un atout de plus pour Donald Trump ? En tout cas, s'il envisage de mener une bataille sur ses résultats. Alors c'est un atout pour plein de raisons. D'une part parce que c'est une femme conservatrice et qu'il a tout à gagner à ce que les femmes blanches conservatrices votent pour lui, qu'elle est catholique, ultra-fondamentaliste, et que les catholiques comme les évangéliques, il a besoin de les avoir très très mobilisés pour lui. Et surtout parce qu'il a désormais une Cour suprême majoritairement ultra-conservatrice, dont 3 des 9 juges faisaient partie de l'équipe juridique de George Bush en 2000, lorsque, ayant
perdu le vote populaire, il a gagné grâce à la Cour suprême qui a décidé d'arrêter de compter les votes de Floride. Et donc, ce qu'il espère, c'est que s'il revient, s'il échoue à la Cour suprême de décider ou non de la validité de certains votes, qu'ils soient par correspondance, votés en avance, qu'ils arrivent en retard, etc., c'est la Cour suprême qui pourra déterminer s'ils sont acceptables ou pas. Et donc, comme il continue à infuser l'idée selon laquelle tout cela est illégal, le dernier recours de l'égalité, c'est la Cour suprême. Et une Cour suprême à sa patte, à sa main comme celle-ci, sera plus susceptible de considérer que tous les votes qui ne sont pas en faveur de Trump sont frappés de nullité. Et par conséquent, on peut avoir, y compris au niveau de la Cour suprême, une confiscation du vote populaire. Alors, dans cette élection, il y a un facteur qui va peser lourd, qui devrait peser lourd, c'est bien évidemment la situation sanitaire. La pandémie a fait plus de 235 000 morts aux États-Unis, avec un pic à 99 000 nouveaux cas en une journée ce week-end. Les conséquences économiques là-bas sont terribles. Mathieu, je me tourne vers toi. Elles sont terribles, évidemment, pour les plus pauvres. Oui, Valentine, ce week-end, avec Célia Mebroukim, nous sommes allés dans le quartier du Queens à New York. Un quartier populaire, un quartier divers, extrêmement touché par le virus. Dans ce quartier de plus de 2 millions d'habitants, 7300 personnes sont mortes depuis mars. Là-bas, les hôpitaux ont été débordés, des familles décimées, beaucoup ont perdu leur emploi. Et vous le savez, aux États-Unis, quand on perd un emploi, on n'a souvent pas d'assurance sociale pour se protéger. Et c'est ce qui s'est passé dans le quartier de Flushing, un quartier très populaire où on a été. La pauvreté est montée en flèche. Des associations y distribuent de la nourriture désormais tous les jours, quasiment. C'est ce que nous explique Pedro Rodriguez, qui supervise cette distribution dans le quartier de Flushing. People over here, everybody's like 2 months, 3 months behind rent. Okay, and that's like a normal thing right now to be here in those circumstances. Everybody is living with that fear that they're going to be in the streets sooner or later. And you're talking about people that have never knew poverty. I mean, this is middle class America, all of a sudden discovering to be poor. The pandemic created such a incredible change in the lifestyles of so many people. The election this year is going to be it's like a referendum on how the pandemic virus has been taken care of, which is really badly. I mean, it's really. We probably have more people die unnecessarily, more people being sick unnecessarily. If the government would have just taken what the doctors told them to do. People are upset, and more people are voting this year than ever before. Et dans la file pour la distribution de nourriture, eh bien, certains comme Yvonne sont très en colère contre le président. I'm a senior citizen, but I know of people who are not going to go back to work. I don't think. You know. Everybody is like, now they have hiring less people. They realize they can work with less, so now they're working with the less. They won't take the people back to work. And what do you think of President Trump? You really want to know? Idiot. He's an idiot. He's not smart. He's not good for the country. Do you think he will be re-elected? Are you afraid of it? I hope not. I hope not. Do you think many people are enthusiastic about this election? I think they are. I think they want to see him out. I think they want him, they want somebody who is respectable. Somebody with character, good character. Alors disons-le, dans cette partie du Queens, les électeurs sont en grande majorité démocrates, les partisans de Trump sont minoritaires. On est allé dans un bureau de vote anticipé à quelques 100 mètres de la distribution de nourriture que vous venez de voir. Les électeurs, la plupart démocrates qu'on a rencontrés, étaient assez unanimes en réalité. Trump must go, Donald Trump doit partir et la pandémie, sa gestion est revenue sans cesse dans leur discours. You heard a lot of rhetoric in the 2016 election that the wrong president could result in a tangible loss of life. That seemed like an exaggeration at the time, but then you have a crisis like COVID-19, and it's resulted in the deaths of hundreds of thousands of Americans, and it suddenly doesn't seem so far-fetched. Everything happening in this world, and the virus, number one is the virus, and I need my health care. So it's important that, people vote. Number two is the economy. There's no jobs. People need to go back to work. Unless you control that virus, the kids will not be able to go back to school. How the government is handling the situation? He's not handling the situation. What do you think of this president?
oh, he's doing a lousy job. He's not telling the people the truth. And he's president for certain people and president not for others. Who are these certain people? The certain people are the rich people and, or the white people. And he's not president for the blacks or Hispanics or people from, other countries. And that's not right. Merci Mathieu, tu es à Washington avec Célia Mebrouki. Nous on te retrouvera demain pour notre édition spéciale. Sylvie Laurent, un mot sur le reportage qu'on vient de voir sur cette pauvreté qui s'est accentuée et qui est arrivée dans des foyers, dans des classes moyennes américaines. Oui, c'est assez bouleversant. Il y a près de 36 millions de personnes qui n'ont pas voté à cause de la pauvreté en 2016 parce qu'être extrêmement pauvre vous prive simplement de la simple possibilité de vous déplacer jusqu'au bureau de vote. Et puis peut-être juste pour dire que ces images doivent nous rappeler qu'au-delà du petit cirque démocratique avec des conséquences tragiques, que derrière tout ça, il y a une présidence qui a été celle des hyper riches, que les inégalités ont explosé et que des millions et des millions d'Américains aujourd'hui font la queue devant les banques alimentaires pour pouvoir manger. 4 ans de Trump, c'est aussi ça, une insécurité et une vulnérabilité sans précédent pour les Américains. 140 millions de gens pauvres aux États-Unis, c'est du jamais vu à ce point-là. Et donc, les vrais malheureux, les vrais prolétaires, ce ne sont pas les supporters de Trump, ce sont les gens que l'on vient de voir dans le reportage. Merci, vous restez avec nous. Tout de suite, le 24h Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voici un résumé. D'abord, Fabien Escalona revient sur la parution de l'essai Covid-19, une crise organisationnelle. 4 sociologues se sont penchés sur la question du confinement. Comment en est-on arrivé là? À lire alors que nous entamons notre 2e confinement. Covid toujours, mais chez les libraires cette fois. Antoine Perrault leur donne la parole alors que la fermeture annoncée a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Pourquoi s'acharner contre le livre alors que tant d'exceptions sont consenties, des merceries aux magasins de bricolage? S'interroge une libraire de Haute-Garonne et en effet on s'interroge avec elle. Enfin, on vous recommande chaudement la nouvelle chronique de Paul B. Preciado, justement intitulée La guerre chaude. Dans son texte, le philosophe s'intéresse cette fois-ci aux stratégies contre-révolutionnaires à l'œuvre dans le monde et notamment la déclaration du consensus de Genève. 32 États affirment leur souveraineté contre le droit à l'avortement, dont les États-Unis, le Brésil, l'Égypte, la Pologne et la Hongrie. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, en direct cette fois pour une soirée spéciale consacrée à l'élection américaine avec vous, Sylvie Laurent, avec Mathieu et Célia qui seront à Washington, avec nos journalistes Alexis Buisson à New York et Patricia Neves quelque part en Pennsylvanie. Merci de nous suivre. Bonne soirée. À demain.